Amis sportifs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 7, la télévision panafricaine. Et c'est l'heure de votre émission 7 Sports. 7 Sports, vous le savez, c'est le résumé de toute l'activité sportive du continent africain et du reste du monde avec des analyses, des commentaires des différents acteurs de ces disciplines. Au sommaire de 7 Sports, aujourd'hui, nous parlerons de la 20e journée du National Foot au Gabon. Mais nous irons également du côté de la France où il était question du démarrage du championnat professionnel de Ligue 1. Avec moi sur ce plateau, comme à l'accoutumée, comme tous les lundis à 20h45, Michel Zeuilly du service des sports de Canal 7. Bonsoir Michel. Bonsoir Milito. Comment vas-tu Michel? Très bien. Un invité également sur ce plateau, Valérie Ondo Ebe, ex-international gabonais. Il nous a rejoint sur ce plateau. Avec lui, nous allons parler bien sûr de football, de sport en général. Bonsoir Valérie. Bonsoir et merci de m'accueillir dans vos beaux locaux. Comment vas-tu Valérie? Ça va, ça va. Ben, ça se voit, ça se voit. Et l'émission tout de suite on va commencer avec le championnat national de football professionnel au Gabon qui était à sa 20e journée. Lors de cette 20e journée, seuls Missile FC et le Football Canon 105 ont pu tirer leur épingle du jeu parmi les équipes du haut de tableau en passant respectivement de la 3e à la 2e et de la 4e à la 3e place au classement général. 11 et 13 longueurs derrière le leader invaincu, l'AS Mangasport, qui a marqué le pas face à l'USB, 0 but partout au stade Gaston Péril. Nous allons nous intéresser tout de suite à la rencontre qui a opposé au stade Monédan de Siban la formation du CF Mounana à celle de Missile FC. Victoire de Missile en déplacement, on va le dire, 2 buts contre 1 face à la formation du CF Mounana. D'ailleurs, on peut regarder ici le premier but de cette formation du CF Mounana qui a donc ouvert la marque à la 45e minute par Aaron Boupenza qui a réussi donc à tromper la vigilance du gardien de but de Missile qui lui a effectué une sortie mais vraiment hasardeuse, ce qui a donc permis à la formation du CF Mounana d'ouvrir la marque 1-0 à la 45e minute de la première partie. La formation de Missile va donc revenir dans cette rencontre avec déjà ce penalty de Fongang qui a donc réussi à remettre les pendules à l'heure. Un but partout. Fongang qui donc se débarrasse de 2 défenseurs du CF Mounana avant d'être crocheté par le gardien Yves Bitseki Moto. Fongang qui prend donc la responsabilité de pouvoir remettre les pendules à l'heure autant pour moi. Et je parle bien sûr sous le contrôle de Ondo Valérie qui connaît bien ce championnat. Il a donc évolué au sein de ce championnat pendant longtemps avant de rejoindre l'Espérance de Tunis en Tunisie il y a quelques années. Et là déjà revoir comment Yves Bitseki Moto est venu au contact de l'attaquant de Missile. Et là, celui derrière le penalty, la frappe, elle sera donc imparable pour le gardien du CF Moulana. Un but partout. On jouait à la 68e minute de cette rencontre. Et que derrière, bien sûr, on regarde d'abord avec Valérie peut-être commenter ce but, cette égalisation de Missile par Fongang suite à cette action du gardien Yves Bitseki-Moto qui est venu donc au contact et le penalty. Oui, mais déjà là, on voit que vraiment avec beaucoup de sang-froid, hein, il laisse le gardien partir, choisir son côté et puis tranquillement de l'intérieur du pied, mettre de l'autre côté. Il faut également dire que le CF Mounana s'en tire à bon compte parce que sur l'action, ça peut être et pénalty et carton rouge pour le gardien. Donc ça n'a pas été le cas, mais le pénalty est mérité et il est bien exécuté. Donc logiquement, Missile revient à la marque, un but partout. Et Missile qui va donc mettre le pied sur l'accélérateur et bénéficier d'un coup franc par l'entremise de Malangoy Zita. Le coup franc, lui, va être exécuté à la 90e minute. Sur le coup franc, c'est Ngonzu qui va donc permettre à la formation militaire d'arracher cette victoire sur ce somptueux coup franc. Yves Bitseki Moto complètement battu. Là encore, Valérie Ondo, beaucoup de précision dans cette frappe du pied gauche du joueur de Missile. Oui, tout à fait. Il faut dire également que le gardien Bitseki Moto est parti avec un peu plus de retard parce que bon, il avait mis le mur pour fermer justement le côté. Et là, avec beaucoup de dextérité, le joueur de Missile FC trouve la lucarne. C'était imparable. Mais je pense que Bitseki aurait pu, en anticipant un peu plus rapidement, certainement arrêter cette action. Mais ça n'enlève en rien que le but, il est beau et que le geste technique, il est parfait sur ce coup franc. Voilà. Et bien sûr que le CF Mounana qui s'incline à domicile, on va le dire, qui perd une place au classement général, c'est donc Missile qui réalise la bonne opération.
Oui, forcément, parce que il y a quelque temps, Missile FC a changé d'entraîneur. Parce que bon, ils n'arrivaient pas justement à rentrer dans leurs objectifs. Donc, c'est le coach Delika qui a pris le relais de Claude Albert Mbourounou. Donc, certainement avec les objectifs de garder le club au haut du classement. Maintenant, là, CF Mounana, qui est qualifié pour la finale de la Coupe du Gabon, a fait jouer beaucoup de jeunes. Est-ce qu'ils ont fait l'impasse sur le championnat pour mieux se concentrer à la Coupe du Gabon? L'avenir nous le dira, mais la victoire de Missile, elle est totalement méritée. Et avec les résultats qu'ils ont effectués dans les dernières journées, ils remontent au classement fort logiquement. Alors, cette formation de Missile qui gagne donc une place au classement général pour le compte de cette 20e journée. Sur 6 rencontres, 4 victoires ont été enregistrées contre 2 matchs nuls dans cette course effrénée aux places d'honneur et au maintien. Tout de suite déjà, les résultats complets de cette 20e journée. On va regarder le classement. Donc, en tête, il y a Mangasport qui se retrouve donc avec 44 points, suivi de Missile 33 points. Le Football Canon 105 est 3e avec 31 points. 4e, le CF Mounana, 30 points. 5e, Akanda avec 29 points. 6e, USB, 29 points, goal différence plus 5. 7e, Lao CMS avec 26 points. 8e, AS Pélican, 22 points. 9e, Port-Gentil FC, 20 points. 10e, Uzo, 19 points. 11e, Stade Migovéen, 16 points, goal différence moins 8. 12e, AS Solidarité, 16 points, goal différence moins 15. Et 13e, Ombilandiami, 15 points, goal différence moins 12. Alors encore, Ondo Valérie, eh bien, c'est la formation d'Ombilandiami qui surprend, pas peut-être positivement, mais négativement. Elle reste scotchée à cette dernière place qui va forcément l'envoyer en enfer. Bon, enfin, on ne peut pas encore le dire, mais parce qu'on constate qu'entre les 3 derniers en partant du bas du classement, rien n'est encore joué, hein, c'est très serré. Donc là, il y a encore quelques journées où je pense que Ombilandiami va tout donner pour se sauver de cette situation. Mais comme je l'ai dit, les 3 derniers en partant du bas ne sont pas séparés par beaucoup de points. À constater également, je pense qu'il ne serait pas présomptueux de dire que Mangasport a pratiquement championnat acquis, parce qu'avec la différence qui le sépare de ces 2 poursuivants, à moins d'un cataclysme, je pense que Manga devrait pouvoir retrouver le continent africain l'année prochaine. Africaine. Ils ont une avance considérable et ils sont allés psychologiquement gagner quelque chose à US Vitam, à Gaston Péril. Un point précieux. En prenant ce nul-là qui conforte leur avance et qui, je pense, les met dans des conditions morales beaucoup plus meilleures encore pour terminer le championnat. Alors, le programme de la 21e journée de ce national foot au Gabon. On jouera donc mardi 11 août 2015 au Football Canon 105 sera donc aux prises avec l'AS Pélican au stade Idriss Ngari. Mercredi 12 août 2015, l'Union sportive de Bitam va en découdre avec Missile au stade Gaston Péril de Bitam. Le CF Mounana va donc recevoir l'Union sportive de Yem au stade de Monédan de Siban. L'AS Mangasport à domicile va donc accueillir l'AS Solidarité au stade Henri Silvose. Port-Gentil Football Club sera aux prises avec Akanda au stade Pierre Claver d'Ivungi. Le stade Migovéen, quant à lui, sera aux prises avec Ombilandiami au stade Nkumu. Voilà, on a quasiment fait le tour de ce championnat national de football professionnel au Gabon qui était à sa 20e journée. Ondo Valérie, une question très rapidement avant que de pouvoir tomber avec Michel Zioui qui ronge son frein, qui a certainement beaucoup de choses à nous dire par rapport bien sûr à l'élimination du Gabon lors de ce championnat par rapport au championnat des moins de 23 ans qui se jouera au Sénégal très prochainement. Valérie, le championnat national au Gabon aujourd'hui que vous connaissez, c'est vrai, vous avez donc joué avec la formation de l'Union sportive Ombilandiami. Vous étiez d'ailleurs l'un des piliers de cette équipe de l'Union sportive Ombilandiami. On avait des matchs comme le Football Canon 105 AS Sogara. On avait des rencontres comme du type Football Canon 105 on peut dire USM, qui étaient des rencontres qui faisaient venir du monde. Aujourd'hui, on constate malheureusement qu'il n'y a plus assez de monde au stade, les gens ne s'intéressent plus. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Mais je pense que ce qui a changé, c'est d'abord la qualité du spectacle, parce qu'il faut reconnaître que le football aujourd'hui, pour faire venir des gens, il faut qu'il soit de bonne facture. Et nous constatons malheureusement que entre ce qui se faisait dans le passé, c'est pas pour tirer la couverture à notre époque, mais le spectacle était de bien meilleure qualité. Et je crois qu'aujourd'hui, on est passé également à une autre étape où il faut mettre
un accent très fort sur la promotion de notre championnat, de notre football, des principaux acteurs. Et puis également, il faut regarder les pistes de sensibilisation des jeunes pour qu'ils viennent au stade. Nous avons l'opportunité, je pense, qu'avec les lycées, voire les établissements scolaires, de chercher les mécanismes pour que ces jeunes-là, sous le parrainage certainement d'une société de téléphonie mobile, puissent venir au stade. Je pense que c'est possible. Il faudra simplement réfléchir comment ramener le public sur le terrain. Mais la première des choses, c'est que le football, la qualité du football, des rencontres soit de belles factures, et également de regarder aujourd'hui, en termes de communication, de marketing, comment on peut faire venir les jeunes, que ce soit des quartiers, que ce soit des écoles lorsque c'est l'année scolaire, et puis également que les clubs mettent la main à la pâte pour former des groupes de supporters qui vont venir soutenir leurs équipes. Parce que je sais qu'à Habitam, lorsque l'USB se produit, le stade il est plein parce qu'il y a un travail qui a été fait dans ce sens. Donc j'invite, ou on peut inviter, on devrait inviter les clubs, les autres clubs à emboîter le pas pour que justement certains matchs phares soient également l'opportunité pour les spectateurs de faire la fête. Parce qu'évidemment, si on veut avoir également des joueurs qui se donnent à fond, il faudrait qu'il y ait le soutien du public, donc des spectateurs. C'est un travail il faudrait que tout le monde mette la main à la pâte pour qu'on puisse avoir les gens dans les terrains pleins. Et qui dit terrain plein dit spectacle également de meilleure qualité, même si on le décrit actuellement. Voilà, donc nous allons poursuivre cette émission. Michel Zuehi, là, elle a fait des gestes tout à l'heure parce que certainement elle voulait répondre par rapport à ce que disait Ondo Valérie. Est-ce que, Michel, il faudrait que le football soit de meilleure qualité dans nos stades pour que le public revienne? Ben, écoutez, Valérie, on doit tout dire. Hein. Il faut tout simplement mettre en place une stratégie, pourquoi pas un système de marketing pour pouvoir remplir les gradins, pour pouvoir attirer à nouveau le public, parce que ne nous leurrons pas, le public aussi est un tout petit peu déçu par rapport aux nombreuses défaites que suit parfois leur club. Donc, du coup, il faut tenir, il faut changer le discours face à ces dernières pour pouvoir, encore une fois de plus, rendre intéressant le football gabonais et mettre aussi en place, pourquoi pas, une stratégie séductrice. Une politique. Voilà, une petite politique séductrice. Pourquoi pas, c'est vraiment un exemple terre à terre, hein, pourquoi pas mettre en place des gadgets pour les meilleurs supporters. Ce sont là des systèmes, ce sont des techniques d'approche, c'est un marketing qu'on initie pour pouvoir attirer le plus grand nombre. Donc, de toute façon, Valérie a tout dit et c'est ça qu'il faut exactement. Alors, nous allons parler cette fois-ci de la Ligue des champions de la CAF, qui était à sa 4e journée. Les résultats dans le groupe A, El Hilal du Soudan s'est incliné 0 but contre 1 devant Moghreb Tétouan. Le tout-puissant Mazembe s'est imposé 1-0 devant l'Osmoa d'Algérie. Dans le groupe B, le Mouloudia Club s'est incliné à domicile 0 but contre 1 face à l'USM d'Alger. El Meriek du Soudan s'est imposé 2-0 devant l'ES Sétif d'Algérie. Alors pour la Coupe de la Confédération africaine de football, elle également était à sa 4e journée et les résultats sont donc les suivants. Dans le groupe A, l'Étoile du Sahel s'est imposé 1-0 devant Al-Ali. Le Stade malien s'est imposé devant l'Espérance de Tunis. Non, c'est une rencontre à rejouer, comme le disait Mamadou en coulisses, que c'est une rencontre qui a été qui s'est arrêtée parce que tout simplement il y avait des intempéries, il y avait une forte pluie qui a donc amené les arbitres à arrêter cette rencontre. Elle est en train de se rejouer actuellement. Dans le groupe B, Orlando Pirates s'est imposé 2-0 devant le club sportif Sfaxien et l'AC Léopard a refait son retard 1-0 devant le Zamalek d'Égypte. Parlons cette fois-ci de la CAN des moins de 23 ans. Et là, le Gabon est éliminé, purement et simplement éliminé. Michel Zuehi, le week-end dernier, vous étiez du côté de Bamako pour regarder cette rencontre, comptant pour la 3e et dernière journée de ces éliminatoires de la CAN des moins de 23 ans. Le Mali s'est imposé pour la 2e fois devant le Gabon, 2-0. C'est l'élimination et c'est complètement fini pour les Gabonais. Bah, écoutez Willy, je souhaiterais qu'on revienne après juste mon reportage parce que c'est assez décevant.
Et je n'ai pas assez d'arguments convaincants pour expliquer cette défaite du Gabon. Mais nous y reviendrons. Je vous laisse d'abord suivre ce reportage. On va donc suivre le reportage de Michel Zueyi et on se retrouve pour en parler. Le Gabon a été éliminé par le Mali pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans au Sénégal 2015. Les Panteros n'ont pas réussi à réaliser l'exploit attendu sur le Mali après l'échec du match aller concédé à domicile le 18 juillet dernier. Le Gabon, tenant du titre continental, s'est incliné sur le score de 2-0. Dominant pourtant leurs adversaires qui étaient au bord du désespoir, n'ayant aucune ouverture de jeu durant toute la rencontre, la formation gabonaise a manqué de réalisme, de constance et d'un mental de fer pour renverser une équipe malienne compétitive, déterminante et expérimentée. Après avoir tenu longtemps tête à leurs adversaires, les Panteros finiront par fléchir et remettre les Aigles du Mali en confiance en commettant une première erreur à la 68e minute par l'intermédiaire de Karl Mbundu qui marque contre son propre camp. Cette situation tournera à l'avantage des Maliens qui vont se ressaisir en inscrivant à leur tour le but qui viendra tuer le rêve des Gabonais de se qualifier. C'est donc à la 88e minute que le sociétaire malien du tout-puissant Mazembe, Adama Traoré, signera le deuxième but des Aigles et offrira la qualification à son pays. Un coup dur pour le coach gabonais et ses poulains. Il faut d'abord reconnaître la valeur de l'équipe adverse. J'ai senti que c'est une équipe qui s'est préparée depuis fort longtemps. Et je ne mettais pas aussi cette défaite sur la préparation. Mais physiquement, les gars ont craqué en deuxième mi-temps et puis ils n'ont pas tenu. Et puis voilà comment ça craque. On n'a pas su concrétiser les actions qu'on avait. Ils ont été plus réalistes, voilà, c'est le meilleur à gagner. On avait la peur au ventre, on a joué la peur au ventre. Mais en deuxième mi-temps, on s'est relâché parce qu'on a procédé par des contres et je crois que ça nous a réussi. Le Gabon reste donc dans le regret d'être passé à côté de la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans, Sénégal 2015, qui se déroulera du 28 novembre au 12 décembre 2015 prochain. Voilà, Michel Zueyi, élimination du Gabon, défaite à Bamako, 0 but contre 2. Le rêve gabonais totalement effondré. Oh Willy, voilà pourquoi j'ai fait une entrée assez triste. Parce que, comme je vous le disais tantôt, il n'y a pas d'état d'âme. Il n'y a pas. Mais bien sûr, non. Écoutez, le Gabon tombe les armes à la main. Je dirais quelque part qu'il y a eu ce manque de réalisme, ce manque de cohésion. Parce que, en ce qui concerne une compétition, le Gabon a été exempté des 2 premiers tours. Donc, du coup, le Gabon a eu le temps, d'accord, de rebondir, de pouvoir s'organiser. Alors, suite à la défaite déjà essuyée à domicile, je pense qu'il fallait tirer des enseignements pour pouvoir aborder, d'accord, de manière positive la prochaine échéance. Mais il s'avère que, par manque de réalisme, les autres, les Maliens ont fait preuve de réalisme. Ils ont profité, évidemment, de cette faille pour pouvoir réaliser quelque chose de bien. Il n'y a aucune raison que, parlons d'abord du match, que de la première à la deuxième mi-temps, le Gabon, qui dominait la rencontre de bout en bout, puisse d'abord commettre une erreur à la 68e minute en marquant contre son propre camp. Le joueur Karl a marqué contre son propre camp, dans la foule, évidemment, dans la foulée. Mais je dis, ils auraient pu ouvrir la marque d'entrée de jeu parce qu'ils menaient déjà par rapport au nombre d'occasions. Attention, le Mali n'avait que 2 occasions franches. Le Mali a exploité ces 2 occasions franches, d'où la première occasion s'est retournée contre le Gabon, parce que le Gabon va marquer contre son propre camp à la 68e minute. Et à la 88e minute, les Maliens vont profiter parce qu'à partir de là, ils ont pris un coup psychologique. Les Gabonais, les Panteros ont pris un coup psychologique. Et les Maliens vont profiter, évidemment, de ce coup pour pouvoir marquer le deuxième but. Donc je dis, les Maliens avaient la peur au ventre. Dès l'entame même de la compétition, dès l'entame même du match... Pas évident, puisque le Mali s'était imposé à Libreville. Non, vous savez Willy, le Mali savait ce qu'il attendait. En fait, le Mali savait que le Gabon venait prendre sa revanche. Du coup, d'entrée de jeu, il n'était pas déjà sûr de pouvoir remporter cette victoire. Tout simplement parce que le Gabon, comme je vous le disais tantôt, menait déjà les débats. Mais il suffisait d'un petit temps de réalisme pour pouvoir ouvrir le score. Mais les Gabonais ont raté plusieurs occasions franches. Et du coup, les Maliens, eux, à leur tour, se sont rendus compte, évidemment, de la maladresse gabonaise pour marquer. De la maladresse gabonaise pour pouvoir, eux, profiter de l'occasion et marquer. Maintenant, en termes organisationnels, je reviens là-dessus. Nous ne pouvons pas, ou alors le Gabon ne peut pas donner tort
ou jeter l'éponge sur l'entraîneur. Je suis désolée. Il y a eu plusieurs entraîneurs qui ont pris la tête de cette catégorie. Non, mais l'entraîneur n'a pas été pointé du doigt. Non, non, Willy, vous savez, j'ai fait un petit micro-trottoir. Le plus souvent, on jette d'abord l'anathème, on jette d'abord le tort sur l'entraîneur. Mais à ce niveau de la compétition, l'entraîneur ne peut pas en même temps aller jouer sur le terrain et donner les directives. L'entraîneur a mis un plan d'attaque. Qu'est-ce que vous pouvez donner? Il peut plus le faire. Qu'est-ce que vous pouvez demander à un entraîneur s'il n'y a pas de formation? Je suis désolée. L'équipe gabonaise est changée à tout bout de champ. Oui, Michel, or, vous avez une équipe Ce qu'il faudrait malienne. quand même retenir, Michel, Oui. c'est que l'entraîneur a bien pris cette équipe, sachant bien qu'il n'y a pas de formation derrière, et qu'il est donc responsable des résultats de cette équipe. On va, avec Ondo Valérie, on va tirer un tout petit peu les enseignements de cette élimination de l'équipe gabonaise de moins de 23 ans, battue à Libreville lors du match aller 1-0 devant le Mali, une autre défaite à Bamako, 2-0. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, justement, de ces résultats en temps de scie, sinon catastrophiques du football gabonais? Bien, ce qu'il faut d'abord reconnaître, c'est que le Mali, qui est une équipe, parce que là, ils sont à moins de 23 ans, mais je pense qu'il y a 1 an ou 2, ils étaient à la Coupe du Monde. Aux Jeux Olympiques. 2015. Jeux Olympiques. Oui. Donc, ça veut dire que il partait quand même avec un avantage en termes d'expérience et de compétitivité beaucoup plus accru que notre équipe. Donc, le fait, en plus d'avoir gagné 1-0 à Libreville, a conforté le siège dans lequel ils devaient se trouver à Bamako. Donc, moi, je ne suis pas trop surpris qu'ils aient validé leur ticket à Bamako, parce que ça me paraissait déjà mission impossible après avoir perdu 1-0 ici. Bien maintenant, il y a d'autres aspects, évidemment. On peut les évoquer ici, mais bon, je crois que le temps ne nous permettra pas d'évoquer tous les aspects. On y passerait à la nuit. Mais il faudrait aujourd'hui que les entraîneurs qui sont responsables, je ne suis pas d'accord avec Michel, il est responsable à partir du moment où c'est lui qui donne l'équipe, c'est lui qui convoque les joueurs, il a une certaine responsabilité. Elle est partagée, c'est vrai, mais sa responsabilité est avérée. Maintenant, c'est de regarder, est-ce qu'aujourd'hui, dans l'organisation de notre football, nous faisons tout ce qu'il faut pour amener la formation de nos jeunes à être aussi efficace que chez les autres et à pouvoir défendre à armes égales ou se battre à armes égales avec les autres. Je crois que c'est là où le bas blesse, parce que nous n'avons aucune politique, aucune définition de la politique technique nationale en termes de formation. Il faudrait revoir cela par rapport déjà à la réhabilitation de la direction technique nationale, qui est un laboratoire de réflexion de la pratique du football au Gabon. C'est cette direction nationale, cette direction technique nationale qui doit donner la voix par rapport évidemment à ce que la Fédération gabonaise de football, du moins le bureau actuel en place, a envie de faire, avec également la vision politique qu'a le gouvernement en matière de formation. Donc, c'est cette direction technique qui n'est pas du tout en phase ou qui n'existe même pas, qui fait en sorte que nous n'ayons aucune politique technique nationale. Maintenant, après, il y a d'autres éléments également, comme le non-respect des âges dans les petites catégories, parce que nous sommes encore en train de penser qu'on prendra quelqu'un qui a 30 ans pour venir jouer dans les moins de 23 ans pour qu'on gagne, mais force est de constater que ce n'est pas le cas. Donc, il y a un ensemble de choses que nous devons régler pour pouvoir nous arrimer à ce que les autres font en termes de formation efficace et selon les évolutions permanentes du football actuellement. Bien sûr, Willy. Alors, nous allons, oui, Michel. Je voulais rapidement ajouter quelque chose en disant qu'effectivement, la formation prône. Parce que quand vous voyez la formation malienne regorge des joueurs qui sortent tout droit de la catégorie des U20. Donc, il y a un suivi. Ils font des championnats et à partir de ces championnats, ils regroupent des joueurs qui prennent part à des grandes compétitions et qui viennent compétir, n'est-ce pas, pour la CAN. Maintenant, là où il y a une petite nuance, je suis en train de vouloir dire que quand vous suivez le match retour Gabon-Mali, il y a eu le manque d'expérience des jeunes. Ça, on le sait, Michel. D'accord. Il y a eu un problème de mental. Parce que si vous prenez un coup psychologique, c'est fini. L'adversaire, c'est l'approprie. On retiendra tout simplement que le coup psychologique vient. N'a pas pu. Willy, le coup psychologique vient de la 68e minute où le joueur va marquer contre son propre camp, le joueur gabonais. C'est dit, Michel. Donc, nous sommes tout à fait d'accord avec ce que Michel dit. Voilà, un manque de mental et puis de cohésion.
Voilà donc l'équipe gabonaise est éliminée de cette compétition. Elle ne pourra pas défendre son titre. Mais Michel Zueyi a fait une analyse justement des résultats catastrophiques des différentes équipes nationales du Gabon. On regarde ce reportage et on se retrouve pour en parler. La débâcle des équipes nationales de football dans les compétitions internationales devient de plus en plus préoccupante. Les observateurs et les spécialistes du ballon rond constatent avec amertume que le football gabonais a connu une série d'éliminations sans précédent. L'on compte par exemple les cas des juniors qui ne se sont pas qualifiés pour la CAN. L'équipe féminine de football a déclaré forfait à son homologue du Nigeria avant que les Panthères ne sortent prématurément de la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Et pour couronner le tout, récemment le 2 août dernier, l'équipe nationale du Gabon catégorie U23 a été éliminée par le Mali de la Coupe d'Afrique des Nations Sénégal 2015 qui pointe à l'horizon. Face à cette situation inquiétante, la question qui hante l'esprit des nombreux observateurs est celle de savoir quelles sont les raisons fondamentales de ces multiples échecs. Une question qui s'adresse à l'instance dirigeante du football gabonais. Tout ce que je peux simplement dire, c'est que le staff technique seul est à même de répondre à cette question et puis voir aussi le niveau de notre championnat par rapport à nous jouons un championnat de première division senior et nous avons pas mal de jeunes qui évoluent dans ce championnat. Mais comme je l'ai dit tantôt, d'ici 2-3 ans, il nous suffira de maintenir ces jeunes et nous ferons de bons résultats. Oui, la fédération a une petite idée par rapport au CHAN et le reste des matchs qui vont suivre. Nous nous attelons avec les encadrements techniques de toutes les catégories d'avoir de bons éléments qui pourront faire l'affaire. Merci. L'heure est donc venue pour la Fédération gabonaise de football et les dirigeants de la dite discipline de s'asseoir et de méditer sur ce malaise qui prévaut actuellement dans la discipline afin de trouver des pistes de solutions. Voilà, c'était donc le résumé de Michel Zueyi par rapport aux éliminations des équipes nationales du Gabon, toutes catégories confondues. Je crois que Michel a fait le tour. Merci Michel. Merci Willy, tout en ajoutant qu'il faut encore féliciter l'État gabonais qui déploie les moyens pour pouvoir mettre à l'aise toutes ces catégories. Maintenant, le message passe pour la Fédération de football de mettre en place évidemment une politique de formation pour toutes ces catégories. C'est fait. C'est tout. Je crois que le message est passé. Alors Merci. Michel, vous restez avec nous. Vous restez avec nous juste le temps de lancer la rubrique. On va parler d'un autre sujet. Il s'agit du mondial des moins de 17 ans. Les représentants de l'Afrique à la Coupe du Monde des moins de 17 ans prévus du 17 octobre au 8 novembre au Chili sont le Nigeria, tenant du titre, le Mali, l'Afrique du Sud et la Guinée qui tenteront de rehausser encore une fois l'image du football continental qui a trouvé une bonne place dans le concert fermé du haut niveau au mondial. On regarde ce reportage de Mamadou Niang et on se retrouve pour en parler. Le tirage au sort de la phase finale de la Coupe du monde de football U17 prévue du 17 octobre au 8 novembre a été effectué à Santiago. Les 4 représentants africains, le Nigeria, champion du monde en titre, la Guinée, le Mali et l'Afrique du Sud, tenteront de porter haut le flambeau du football continental. Le pays organisateur, le Chili, sera l'un des principaux protagonistes de la première journée, au cours de laquelle il affrontera la Croatie dans le groupe A. Dans le même groupe, on assistera à l'entrée en lice du tenant du titre, le Nigeria, qui défiera les États-Unis. Le Sili national de Guinée, qui sera à sa 4e participation après 1985, 1989 et 1995, a hérité d'un groupe relevé en compagnie du Brésil, de l'Angleterre et de la Corée du Sud. Les Aiglons du Mali, versés dans le groupe D, en compagnie du Honduras, de la Belgique et de l'Équateur, voudront marcher sur les traces de leurs aînés les U20, médailles de bronze à la dernière Coupe du Monde de Nouvelle-Zélande de 2015. L'Afrique du Sud, dans le groupe E, trouvera sur son chemin la Corée du Nord, Costa Rica et la Russie. Le mondial U17 se déroulera dans 8 stades du 17 octobre au 8 novembre prochain. Voilà, Mamadou Niang nous a rejoint sur ce plateau du service des sports de Canal 7. Bonsoir Mamadou. Bonsoir Louis. Comment vas-tu? Très bien. Alors, le reportage qui vient donc de passer parlait des équipes africaines engagées pour ce mondial des moins de 17 ans. On peut dire aujourd'hui que les représentants du continent africain vont justement combattre à armes égales avec les autres équipes, d'autant plus que ces équipes africaines savent déjà qui seront leurs adversaires. Mais nous le pensons et nous l'espérons dans la mesure, parce que c'est dans la mesure où le Nigeria est d'abord tenant du titre, du dernier mondial des U17,
Le dernier mandat a été remporté par le Nigeria. Et ensuite, si également on se fie un peu au résultat des U20, tout dernièrement, qui ont été demi-finalistes à la dernière Coupe du Monde avec le Sénégal et le Mali, nous osons espérer que les U17 qui vont représenter encore une fois le football africain vont faire le maximum pour que ce football puisse être mieux représenté à cette compétition qui va se dérouler au Chili. Alors, parlons cette fois-ci de la FIFA. Donc, la Confédération africaine de football ne soutient pas le président de la fédération libérienne qui, lui, a envie de poser sa candidature pour pouvoir s'imposer à la tête de la FIFA. Réuni ce jeudi à son siège au Caire, le comité exécutif de la Confédération africaine de football a décidé à l'unanimité de ne pas apporter son soutien à la candidature à la présidence de la FIFA du président de la Fédération libérienne de football, Moussa Bility. L'élection de la présidence de la FIFA aura lieu le 26 février 2016 à Zurich. On regarde ce reportage de Mamadou Niang et on se retrouve pour en parler. Dans la perspective des élections annoncées à la présidence de la FIFA pour le 26 février 2016, le comité exécutif de la Confédération africaine de football, réuni à son siège ce jeudi au Caire, a reçu M. Moussa Bility, président de la Fédération libérienne de football, candidat à la présidence de l'instance du football mondial. Ce dernier a mis l'occasion à profit pour exposer les raisons qui ont motivé sa décision à se porter candidat à la future élection à la présidence de la FIFA. Après un échange fraternel, empreint de sincérité et de cordialité, le comité exécutif de la CAF a décidé à l'unanimité de ne pas apporter à M. Moussa Bility le soutien sollicité de la part de la CAF et le lui a signifié en lui souhaitant bonne chance dans la suite de son entreprise. Afin de préserver les intérêts et l'unité du football africain, il a été convenu que l'Afrique se donnera le temps nécessaire pour étudier toutes les options et se déterminer. Un comité exécutif de la CAF se réunira le 27 et 28 octobre 2015, au lendemain de la clôture des candidatures pour la présidence à la FIFA. D'autre part, le comité exécutif de la Confédération africaine de football a donné mandat au président de la CAF, M. Issa Yatou, pour mener les consultations nécessaires avec les autres présidents de confédération en rapport avec les réformes en cours à la FIFA. Mamadou Niang, avant que de pouvoir retrouver Valérie tout à l'heure, le président de la Fédération libérienne de football n'a pas pu avoir le soutien de la Confédération africaine de football pour l'élection à la tête de la FIFA. Mais je crois qu'on en avait déjà discuté ici sur le plateau. Oui. Et je vous avais dit que cette candidature est une véritable farce. Parce que je pense que le président de la Fédération libérienne a encore beaucoup de boulot à faire au sein de sa fédération. Parce qu'on sait que le football libérien n'est plus ce qu'il était depuis la retraite de la génération de Georges Weah. Donc, il avait d'abord beaucoup à faire au sein de sa fédération avant de penser diriger la FIFA ou bien la CAF. On ne tombe pas du ciel comme ça pour diriger une fédération. Mais est-ce que Mamadou, il n'était pas peut-être judicieux pour le continent africain d'avoir quand même un candidat, même si ce n'était que pour de la figuration? Non, c'est pour ça, il ne faut pas y aller pour la figuration. Le continent africain n'est pas obligé d'avoir un candidat. En fait, ce qui importe pour le continent africain, c'est le candidat, celui qui va effectivement faire, remplir un peu ses besoins, se faire exactement remplir, faire ce que aller un peu dans le sillage des besoins du football africain, comme l'a été un peu Sepp Blatter à un certain moment, pendant très longtemps. Donc, à partir du moment où le comité exécutif lui-même n'a pas voulu présenter un candidat parce qu'Issa Yatou l'avait dit, il avait dit qu'il ne serait pas candidat. Donc je ne voyais pas un peu le président de la fédération libérienne se présenter pour diriger un peu pour diriger la FIFA, alors qu'il n'est même pas encore connu sur le plan continental. Oui. Valérie, le président de la Fédération libérienne qui a quand même aussi ses envies, est-ce qu'on peut penser que sa candidature était tout de même, on va dire, arrivée pour le mieux en ce qui concerne le continent africain? Non, mais moi je pense que chacun de nous a le droit d'avoir des ambitions ou d'avoir des rêves, après qu'ils soient justes ou qu'on ait les yeux un peu plus gros que le ventre, ça ne concerne que chacun. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un véritable besoin que la CAF fasse un communiqué qui informe qu'ils ne soutiennent pas
le président libérien, il a le droit de poser sa candidature et sans avoir l'aval de la CAF, parce que les autres candidats, ils ne sont pas allés demander celui-ci au CONMEBOL, comme Zico, comme à la CONCACAF, est-ce que vous validez ou pas ma candidature. Mais parce qu'à cela ne tienne, c'est vrai que si c'est une candidature posée par un Africain qui dessert l'Afrique de par, n'est-ce pas, l'image pas très connue ou pas très au fait du football, on aurait pu trouver d'autres mécanismes pour ne pas faire de la publicité gratuite et pas du tout profitable à notre football. On le regarde dans les autres confédérations, parce qu'il faut le dire, le comité exécutif de la CAF ne vote pas à la FIFA, ce sont les présidents de fédération qui votent à la FIFA, et il y a une campagne qui se fait, donc vous êtes membre de la FIFA, vous avez le droit, si vous le souhaitez, de briguer le mandat présidentiel à la CAF. Maintenant, est-ce que c'est une candidature, est-ce que c'est une farce, est-ce que c'est sérieux? Bon, on laisse les électeurs en être les seuls juges. Voilà, nous allons poursuivre cette émission pour parler cette fois-ci de la reprise du championnat national de football en France, le championnat de Ligue 1. Le champion de France en titre, le Paris Saint-Germain, a ouvert la nouvelle saison de Ligue 1 en s'imposant sur la pelouse de Lille 1-0 vendredi soir au stade Pierre-Mauroy. C'est Lucas Moura sur un service de Blaise Matuidi qui a inscrit le seul but de la rencontre peu avant l'heure de jeu. C'était bien sûr à la 57e minute. À noter l'expulsion en première période d'Adrien Rabiot pour 2 cartons jaunes aux 23e et 28e minutes qui n'a donc pas trop perturbé les Parisiens. On regarde ce reportage de Michel Zuy. Reprise du championnat de Ligue 1. Après une belle trêve passée, le Paris Saint-Germain a débuté la nouvelle saison du championnat de France de Ligue 1 avec une belle victoire d'un score d'1-0 face à Lille au grand stade de Villeneuve. Malgré l'expulsion d'Adrien Rabiot, dès la 28e minute, le PSG est allé s'imposer grâce à un but signé de Lucas à la 57e minute lors du match d'ouverture. Les absences également d'Ibrahimovic, qui a déclaré forfait suite à une blessure au genou, et de Di Maria, convalescent depuis quelques semaines, n'ont pas empêché aux Parisiens de faire une belle entame de compétition. Avec cette victoire à Lille, le PSG compte 2 victoires lors des premières journées de Ligue 1 depuis 10 ans, contre 5 nuls et 3 défaites. Voilà donc, c'était le reportage de Michel Zuey. Alors, tous les résultats de cette première journée du championnat de France de Ligue 1. Vendredi 7 août 2015, Lille s'est incliné à domicile 0 but contre 1 devant le Paris Saint-Germain. Le samedi 8 août 2015, Bastia 2, Rennes 1, Nice 1, Monaco 2. Nantes s'est imposé 1-0 devant Guingamp. Marseille s'est incliné à domicile 0 but contre 1 face à Caen. 3 et Ajaccio ont fait match nul, 0 but partout. Montpellier à domicile s'est incliné à 2 buts à 0 devant Angers. Le dimanche 9 août 2015, Toulouse s'est imposé 2 buts à 1 devant Saint-Étienne. Bordeaux également a perdu 1 but contre 2 devant Reims. Et l'Olympique Lyonnais et Lorient qui ont fait match nul, 0 but partout. Jeux Olympiques 2016, football féminin, 4 prétendants pour 2 places. L'Afrique connaîtra en octobre prochain les 2 sélections nationales qui auront l'insigne honneur et la lourde mission de représenter le continent aux Jeux Olympiques de Rio 2016. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et la Guinée équatoriale sont les 4 prétendants aux 2 places qualificatives. On regarde ce reportage de Mamadou Niang. L'avant-dernier tour qualificatif aux Jeux Rio 2016 de football féminin a livré son verdict. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et la Guinée équatoriale ont obtenu le ticket de demi-finale en s'imposant respectivement face au Ghana, au Zimbabwe par forfait, au Kenya et au Nigeria. Au dernier tour de demi-finale prévu en octobre prochain, le Cameroun affrontera la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale tentera de se défaire de l'Afrique du Sud. Au sortir de ces confrontations, les vainqueurs seront qualifiés pour représenter l'Afrique aux Jeux Rio 2016. Le football féminin africain qui cherche à retrouver une bonne place dans le concert fermé des grandes nations du football féminin mondial saisira l'occasion des prochains Jeux de Rio pour confirmer la belle prestation des Lions indomptables du Cameroun, 8e de finaliste à la dernière Coupe du Monde Canada 2015.
Voilà, toujours en rapport avec les Jeux Olympiques de 2016, le ministre brésilien est confiant. Le Brésil est en mesure de finir tous les travaux pour les Jeux Olympiques de Rio 2016 à temps. Donc, a confié à l'AFP le ministre des Sports George Hilton un an avant la cérémonie d'ouverture du plus grand événement sportif du monde. Le patron du sport brésilien a aussi rassuré tous ceux qui s'inquiètent sur la capacité du Brésil à assurer la sécurité des Jeux. Mamadou Diang. Le Brésil qui organise les Jeux Olympiques de 2016 sera fin prêt à l'heure du coup d'envoi du plus grand rendez-vous sportif mondial, a confié son ministre des Sports. Nous avons eu quelques problèmes avec le vélodrome, mais ils sont déjà solutionnés et aujourd'hui, nous sommes très satisfaits. Chronologiquement, nous serons en mesure de fournir tous les travaux dans les temps prévus. Toutes les infrastructures de la ville de Rio, hôte de l'événement, sont relevées dans de bonnes conditions. Je suis pleinement confiant que le gouvernement local de Rio de Janeiro livrera la Baía de Guanabara ainsi que la lagune Rodrigo de Freitas dans de bonnes conditions pour accueillir normalement les compétitions. À ceux qui s'interrogent sur la capacité du Brésil à garantir la sécurité durant les Jeux, le patron du sport rassure. Les athlètes et surtout les touristes qui viendront du monde entier pourront profiter d'une structure moderne de sécurité. Je suis sûr que nous allons répéter le grand succès de la Coupe du Monde qui s'est déroulée dans le calme. On n'a pas eu de problème ni de menaces terroristes grâce à nos services de renseignement qui ont travaillé très dur à ce respect. Le coût total des Jeux Olympiques de Rio qui débuteront le 5 août 2016 est estimé à 9 milliards d'euros. Les Jeux Olympiques de Londres avaient coûté environ 10 milliards, contre environ 30 milliards d'euros pour ceux de Pékin, et un record estimé à 36 milliards pour les Jeux d'hiver de Sochi en 2014. Parlons de boxe dans cette émission. En raison du conflit qui secoue la Libye depuis la chute du dictateur Muammar Kadhafi en octobre 2011, certains sports peinent à se développer. C'est le cas de la boxe, sport autrefois interdit parce que considéré comme trop violent. Mais dans la capitale Tripoli, des tournois et matchs d'exhibition se tiennent maintenant régulièrement pour préparer les champions du pays aux tournois locaux. On regarde ce reportage de Mamadou Niang et on se retrouve pour en parler. Après 3 décennies d'interdiction, la boxe renaît en Libye, au grand bonheur des amoureux du noble art. La boxe a été annulée dans le pays pendant 34 ans, près de 3 décennies, parce qu'elle était considérée comme un sport violent, tout comme la lutte. Mais grâce à Dieu, après la révolution du 17 février, le sport a fait son grand retour. Pour ce jeune boxeur qui reprend goût à la compétition, la boxe reste un sport qui nécessite la vitesse et une bonne technique de combat. La boxe est un sport noble, c'est le sport des rois. Et c'est un sport qui nécessite de la technique, de la technologie, de l'art et de la vitesse. On y trouve un peu de tout. L'ancien champion du monde Mohamed Ali demeure le plus grand boxeur de l'histoire du noble art, a-t-il affirmé. Mohamed Ali était le premier athlète musulman reconnu dans le monde entier. Il existe même une école internationale de boxe qui porte son nom. À mon avis, c'est le meilleur boxeur de l'histoire. Privé de compétition depuis 3 décennies, les Libyens reprennent goût à la compétition avec des tournois et matchs d'exhibition qui se tiennent régulièrement pour préparer les champions du pays aux tournois locaux et internationaux. Voilà donc, après ce reportage de Mamadou Niang, nous allons attaquer le thème de la semaine pour boucler cette émission avec Mamadou Niang bien sûr et Valérie Ondo-Ebe. Le thème de la semaine est le suivant: Di Maria est-il l'homme providentiel pour le Paris Saint-Germain? On regarde d'abord ce reportage de Mamadou Niang et on se retrouve. L'international argentin Ángel Di Maria, qui a paraphé un contrat de 4 ans, faut apporter en plus au Paris Saint-Germain qui peine à franchir la barre des quarts de finale de la Ligue des Champions. Le PSG a tout gagné la saison dernière. Je l'ai vu, j'ai vu les derniers matchs. Je vais essayer d'apporter le maximum au PSG pour tenter de passer ce quart de finale de Ligue des Champions qu'ils n'ont jamais réussi à franchir. Merci au Paris Saint-Germain de m'avoir voulu. Ma femme et ma fille et moi sommes très heureux de venir vivre dans cette ville et j'ai hâte de vêtir ce maillot si important. Pour l'ancien attaquant du Real Madrid et de Manchester United, le club de la capitale qui regorge de footballeurs de talent
a besoin de plus de chance pour accéder en demi-finale. Connaître mieux désormais le projet qui est celui du PSG, leur ambition de vouloir continuer à gagner les titres. Cela fait 2 ans qu'ils s'arrêtent en quart de finale, mais c'est plus dû au hasard et aux différentes circonstances, car ils ont de très grands joueurs. Ils ont dû affronter le Barça, qui a aussi de grands joueurs. Il faut un peu de chance pour aller loin en Ligue des Champions. Le transfert de l'Argentin de 27 ans pour une somme estimée à 63 millions d'euros a été officialisé jeudi après-midi par le club parisien. Voilà, Mamadou Niang, Angel Di Maria, d'abord au Real de Madrid, ensuite Manchester United, aujourd'hui au sein du club parisien, donc le Paris Saint-Germain. L'achat de Di Maria par les dirigeants qataris à 63 millions d'euros, avec Valérie, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que l'arrivée de ce joueur au sein du club parisien va permettre au club de la capitale de franchir le cap des quarts de finale, qui est quand même le meilleur niveau de cette formation parisienne en Ligue des Champions? C'est ce qu'espèrent les dirigeants du Paris Saint-Germain, parce que quand on regarde un peu le parcours du Paris Saint-Germain, ça fait 3 ans qu'il cale en quart de finale de Ligue des Champions. Et quand on veut gagner la Ligue des Champions, il faut également faire un recrutement de Ligue des Champions. Je pense qu'avec Angel Di Maria, c'est un recrutement de Ligue des Champions. C'est quelqu'un qui va apporter un plus sur le plan offensif, voilà, à l'attaque du Paris Saint-Germain, et qui va peut-être aussi aider le club qui a déjà fait, qui fait l'unanimité, qui a déjà fait pratiquement le tour du championnat de France, de compétition française, de se hisser au niveau des demi-finales. Mais en fait, c'est pas décrété tout de suite, mais je pense qu'il sera d'un très grand apport pour le Paris Saint-Germain, pour aider le club à franchir ce palier des quarts de finale. Mais il ne faudrait pas oublier également que les autres équipes également se sont renforcées. Elles sont déjà très fortes, comme les équipes comme le Barça, comme le Real et les autres sont déjà très fortes, mais se sont encore renforcées. Donc ce renfort va peut-être apporter un plus au Paris Saint-Germain, d'autant plus que c'est un élément très bon, très apprécié là, dans tous ces passages. Certainement, c'est vrai qu'il n'a pas fait une très bonne saison avec Manchester United, qui n'était pas également au top niveau, mais avec le Real, on a vu que c'est un élément de valeur. Avec l'équipe nationale de l'Argentine également, c'est quelqu'un qui est d'un très haut niveau. Je pense qu'avec Ibrahimovic, avec les autres attaquants du Paris Saint-Germain, il pourra aider le club à franchir ce palier. Valérie, Laurent Blanc avait des problèmes en ce qui concerne des joueurs de couloir. Lavezzi était là l'an dernier, je pense qu'il est toujours au sein de ce club parisien. Est-ce que l'arrivée de Angel Di Maria comme joueur de couloir va permettre à Laurent Blanc de pouvoir dépasser l'étape ou encore le niveau des quarts de finale? Du moins, je pense que les dirigeants parisiens qui l'ont recruté l'espèrent. C'est leur objectif d'aller le plus loin possible en Champions League. Donc il faudrait avoir des joueurs qui à un moment donné apportent une valeur ajoutée à l'effectif, au contenu même du Paris Saint-Germain. Et puis il faut simplement également dire que cela relance la concurrence dont a besoin tout grand club pour, n'est-ce pas, piquer certains joueurs qui pensent être dans un fauteuil pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais il ne faut pas oublier que Di Maria a connu une saison difficile avec Manchester parce qu'il n'est pas arrivé, il était également attendu, comme c'est le cas aujourd'hui au Paris Saint-Germain, pour être dans ce projet de Manchester qui passait de David Moyes à Van Gaal. Il était attendu pour impulser une dynamique nouvelle dans ce club de Manchester. Certainement que le football anglais ne lui a pas permis d'exprimer son talent qui est indiscutable. Mais lorsqu'on fait le constat des clubs où il est passé actuellement, il est très bon lorsque le collectif également joue à sa véritable valeur. Donc, et comme on peut l'imaginer également, un joueur tout seul ne peut pas tout faire. Donc il faudrait que le PSG, pour tirer véritablement profit du talent et de son esprit de guerrier de Di Maria, il faudrait que tout le monde se mette à un moment donné, puisqu'en championnat, comme le disait Mamadou, ils ont déjà pu régler tout le monde. Maintenant, c'est passer ce cap-là en Ligue des Champions, donc avoir tout le monde vers février et mars en pleine possession de leurs capacités et surtout être en forme au moment donné, parce qu'on le constate, le Barça ou les grandes équipes, le Bayern,
en février, en mars, ben, ils sont présents, ils ont moins de blessés et ils peuvent aligner une équipe compétitive, ce qui fait en sorte que si sur des matchs comme cela où au fur et à mesure on se referme dans l'entonnoir, parce que le Barça on peut l'éviter, mais pour gagner la Champions League il faut bien falloir battre le Barça, donc vous allez éviter ça à un moment donné, pas tout le temps. Donc il faudra avoir des joueurs qui soient en pleine possession de leurs moyens et qui soient au même niveau, au même moment, pour que finalement leur talent, leur capacité à attirer le club vers le haut se manifeste. Voilà, mais n'y aurait-il pas un problème? Parce qu'on a vu Di Maria au Real de Madrid qui évoluait comme joueur de couloir, qui bénéficiait souvent de l'appui de Karim Benzema, surtout qui avait des ballons, qui demandait des ballons dans la profondeur et partait dans des courses chaloupées. La différence avec l'Angleterre, c'est que là-bas, tout se passe très vite, les ballons sautent quasiment les lignes avec des ballons jetés dans la profondeur. Est-ce que c'est pas ce qui a fait que Di Maria ne se retrouve pas vraiment, d'autant plus qu'au Real de Madrid, il avait une position mais beaucoup plus aisée? Moi, je crois que la situation en termes de statut de Di Maria n'était pas la même au Real que lorsqu'il est arrivé à Manchester. Au Real, vous avez Cristiano Ronaldo, vous avez un certain nombre de grands joueurs. Donc, Di Maria profitait justement de l'attention qui se focalisait sur Ronaldo pour pouvoir lui tirer son épingle du jeu. Maintenant, il est contraire. C'est-à-dire qu'il est arrivé à Manchester comme un leader, comme une star. À partir de ce moment, ça devient différent lorsqu'on est un second couteau et que lorsqu'on est un ténor. Donc, il va falloir qu'il prenne ses responsabilités au Paris Saint-Germain comme il aurait dû les prendre à Manchester pour véritablement justifier de son statut, c'est 63 millions d'euros. Donc, quand vous arrivez, c'est vraiment pour tirer l'équipe vers le haut. Lorsque les choses ne vont pas bien, c'est de montrer que vous avez de la personnalité, c'est de pouvoir prendre les choses à main. Et ça, forcément, au Real, il n'avait pas cette position parce qu'il y avait Cristiano Ronaldo, il y avait Gareth Bale, il y avait Modric. Donc, il jouait dans une situation, on peut dire confortable, parce que il n'était pas aussi, on ne pouvait pas être aussi exigeant avec lui qu'on l'était ou qu'on peut l'être avec un Ronaldo. Mais on a commencé à être exigeant avec lui à Manchester United et puis il est passé à côté. On espère simplement qu'il va retrouver sa véritable valeur, son véritable potentiel. Il a démontré dans la Coupe des Confédérations, dans la Coupe América, puisqu'ils sont arrivés en finale. Il a fait un très bon tournoi à côté de Messi et des autres Pastore. Maintenant, ça c'est un tout autre challenge, c'est un tout autre objectif ou tout autre objectif qu'il faut atteindre. À partir de ce moment, on va regarder véritablement s'il peut passer du cap de lieutenant à capitaine. C'est ce qu'on attend de lui au Paris Saint-Germain. Mamadou, peut-être pour boucler, on nous fait signe de l'autre côté de la régie. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à une entente entre Di Maria et Zlatan Ibrahimovic, qui est quand même quelqu'un d'assez difficile? Moi, je crois qu'il n'y aura pas un problème d'entente ou bien de non-entente. C'est tous des professionnels. Ils sont là pour faire gagner le Paris Saint-Germain, donc ils n'ont pas affaire à être l'un contre l'autre. Ils doivent tous travailler ensemble, viser le même but. Et comme le disait Valérie aussi, je reviens un peu sur Manchester United, sur Di Maria. Au Real, il était dans un collectif bien huilé. Au Manchester, il avait trouvé un entraîneur qui venait d'arriver et une équipe complètement remodelée. Ce n'était pas facile également d'intégrer totalement cette équipe. Donc au Paris Saint-Germain, pour répondre à votre question, je ne le vois pas être en conflit avec Zlatan Ibrahimovic. Bon, je crois qu'ils vont s'entendre pour faire avancer le Paris Saint-Germain. Ils ont intérêt d'ailleurs à s'entendre. Pour le bien de tous et du club qui va atteindre ses objectifs. Voilà, donc cette sport c'est terminé pour aujourd'hui. Nous allons tout simplement dire merci à Valérie Ondo-Ebe. Merci Valérie. Bien, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Tout le plaisir est le nôtre. D'accord, merci aussi. Merci Mamadou. Merci Vili, et puis beaucoup de plaisir à retrouver Valérie que j'ai appris à connaître à travers les secrets de la petite lucarne depuis 1996 déjà, à la télévision, quand il était... Ça fait longtemps. Il portait les couleurs du Gabon. Du Gabon et de l'Espérance de Tunis. On aura l'occasion d'en parler bien sûr de ce magnifique parcours d'Oton Valérie dans son métier, le football. Cette sport c'est terminé, on se retrouve lundi prochain, même heure, même plateau, même décor. Au revoir.